Laisse béton! Vous qui cherchez des récits authentiques, qui ne masquent rien des joies et des peines de la migration de la ville vers la campagne, vous allez apprécier cet épisode. Amandine nous y raconte sa vie de lutte, comme elle décrit elle-même son parcours, et ce qui l'a amenée à quitter la région parisienne pour la Corrèze il y a une dizaine d'années. Militante, écologiste, engagée politiquement, Amandine fait partie de ces précieuses personnes qui parviennent à embarquer les gens, même sur des sujets difficiles. Sur sa migration, elle porte un regard lucide et sincère, s'estimant aujourd'hui à cheval entre deux cultures. Je lui suis reconnaissante de m'avoir confié son récit et me réjouis de le partager avec vous. Je suis Amélie Dag, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Amandine. Bonjour Amélie. Alors Amandine, j'ai fait quelques recherches sur vous et j'avoue que j'ai rarement rencontré quelqu'un avec une telle diversité d'expériences. On dirait que vous avez déjà eu plusieurs vies dans une vie. Donc je vais vous poser une question vaste et presque philosophique. Amandine, qui êtes-vous ? Oh là là. Ben effectivement, je suis une personne multifacette, je pense. Il y a énormément de choses qui me plaisent dans la vie. Professionnellement, j'ai beaucoup de passion et je vais au bout des choses. Donc, en fait, je me lance dans quelque chose, je l'explore, je me l'approprie, je me forme, j'embarque des gens, je monte des projets, etc., qui aboutissent toujours en général. C'est vrai que j'ai eu, on va dire, 4 vies, peut-être même 5. C'est pas mal. En fait, j'ai fait des études d'archéologie et d'histoire, donc j'ai fait des fouilles archéologiques, j'étais passionnée par l'archéologie, j'étais dans ce milieu-là, etc. Assez rapidement, je me suis mise à faire des costumes, je cousais, voilà, j'aimais bien coudre. Et puis après, je me suis retrouvée costumière de théâtre sur le tas, donc après, je me suis formée. En parallèle, j'étais passionnée par la danse, les danses traditionnelles, les danses de couple, tout ça, donc je dansais pour moi. Et donc, j'étais costumière de théâtre, puis modiste pendant 11-12 ans, tout en dansant en parallèle. Et puis, en fait, la danse m'a rattrapée. J'avais un petit peu enseigné la danse à 20 ans. Et à 31 ans, je me suis lancée comme ça, sur un coup de tête, après un stage un peu développement personnel proposé par Pôle emploi à Paris, qui m'a redonné la pêche, et j'ai proposé à des gens que j'avais rencontrés lors de ce stage, puis à des amis de leur apprendre à danser la valse, des choses comme ça. Et puis en fait ça a super bien marché, et je suis partie là-dessus comme ça, et j'ai monté une association. Ça a quand même duré 14 ans cette aventure. Je suis emmenée des gens à Cuba, à Buenos Aires, j'ai organisé un festival sur Vincennes et Paris. J'ai appris plein de danses, j'ai enseigné plein de danses, et j'ai surtout parler de la danse comme un vecteur culturel et social important, parce que c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est la rencontre. Je faisais un festival qui s'appelait l'âme de Cuba, dédié à la culture cubaine, et dans lequel j'ai introduit des éléments humanitaires, de commerce équitable et tout. Donc ça commençait vraiment à m'interpeller autour des années 2000. Et puis je trouvais que j'allais pas assez loin, parce que je parlais de culture, de métissage, etc. Mais j'avais envie d'embarquer les gens dans quelque chose encore plus en lien avec l'humain, vraiment faire société, quoi, partager vraiment avec des valeurs plus profondes. Et mon association avait des difficultés financières, etc. Moi, personnellement, j'avais aussi des problèmes. J'étais en cours de divorce. Enfin, vraiment, j'étais catapultée dans un univers très compliqué à ce moment-là. Et j'ai rebondi en me disant, j'ai envie de travailler en rapport avec le développement durable, la nature. Et j'ai fait une formation de guide de parc naturel régional, et je suis devenue guide nature. Ensuite, j'ai rencontré mon compagnon qui habitait en Corrèze, compagnon actuel. Lui, il allait pas amener ses vaches dans le Vexin, et du coup, c'est moi qui suis descendue. J'étais pas spécialement attirée par la Corrèze, mais
Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, j'ai continué mon métier de guide nature en Corrèze, mais j'ai eu du mal à bosser. Donc, du coup, je travaillais sur les barrages de la Dordogne. Donc, j'ai été guide de barrage. J'arrivais pas assez à bosser toute l'année. Du coup, j'ai accepté un poste d'ambassadeur du tri. Parce que je me dis, guide nature, c'est bien, mais à nouveau, je retrouve des gens convaincus, des gens aisés. Et moi, ce que je veux toucher, c'est le peuple, ceux qui votent pour Le Pen, ceux qui galèrent et tout. Moi-même, ayant beaucoup galéré, je suis particulièrement sensible à ce public-là. Et donc, ambassadrice du tri, me suis dit, bon, ben là, je vais aller vraiment rencontrer tout le monde. Et j'ai fait ça pendant 1 an dans le Cantal, mais à condition qu'ils me forment. Et donc, ils m'ont payé la formation de maître composteur, pour laquelle j'avais envie d'être formée depuis pas mal d'années, mais qui était chère. Du coup, je suis devenue aussi maître composteur. Et depuis 2016, voilà, je travaille là-dessus, à nouveau avec beaucoup de difficultés. Enfin, ma vie, c'est une vie de lutte. Hein. Je suis quelqu'un de dynamique, mais je me suis trouvée faire face à beaucoup de difficultés, parce que je veux toujours embarquer les gens et je choisis des thèmes qui sont pas évidents, quoi. Et en fait, je gagne pas ma vie. Voilà, c'est assez insupportable, je dois dire, parce que je termine ma carrière, parce que là, je vais avoir 62 ans dans quelques jours. Je termine ma carrière sur une sensation d'échec, en fait, alors que je suis quelqu'un qui, toute ma vie, est... je dirais que le mot qui me vient à l'esprit maintenant, c'est militant. Je me sens très militante. Et là, ce que je vais faire, du coup, pour compenser cette sentiment d'échec et de colère, en fait, envers aussi les gens qui prennent pas en compte les problématiques de la planète, les problématiques sociaux, et qui peuvent continuer à brûler des déchets organiques sans que ça leur pose problème. Je coordonne un groupe que j'ai lancé sur la création d'un syndicat des métiers du compostage. Et en fait, je boucle la boucle parce qu'en fait, mon père était délégué CFDT, syndical, dans l'usine où il était agent de maîtrise, et mon grand-père était communiste, syndicaliste cheminot. J'ai jamais été syndiquée ni syndicaliste, et je me dis, j'arrive à 62 balais et je vais faire comme mon père et mon grand-père, et je trouve ça drôle et chouette en même temps. Tous les gens qui font des métiers comme les métiers que j'ai faits, hein, que ce soit dans l'archéologie, que ce soit dans la danse, que ce soit comme guide nature, que ce soit comme dans les métiers du compostage et tout, il y a énormément de précarité, il y a énormément de saisonnalité aussi. Par exemple, guide nature, j'ai rencontré plein de gens hyper chouettes dans ces domaines-là et qui galèrent, alors que notre société, elle a besoin de gens comme nous. C'est nous qui emportons la société, parce que moi, je suis entourée de gens, je connais plein de gens qui travaillent dans des bureaux, qui ont leur petite carrière, tranquille et tout. Mais ces gens-là, ils ont besoin d'histrion. En fait, j'étais à Paris la semaine dernière, j'ai pris le métro, je me suis dit, mais j'ai plus envie de vivre ça, quoi. Et je me dis, il y a des gens qui vivent ça toute leur vie, tous les matins, ils se lèvent tôt, ils vont prendre le métro. S'ils sont un peu courageux, ils vont faire du jogging dans la pollution avant de partir. Après, ils se tapent d'être collés dans le métro, avec personne se regarde. Et après, ils arrivent à leur boulot, et puis le soir, ils rentrent. Et donc, il y a besoin de toute cette catégorie de gens qui vont amener des loisirs, de la rencontre, de la culture. Depuis quand vivez-vous en Corrèze ? De juillet 2013. D'accord. Est-ce que vous vous considérez corrézienne aujourd'hui, après presque 10 ans de vie ici ? J'ai changé d'avis quand je suis arrivée, j'ai eu du mal. Je me sentais vraiment très, très francilienne, pas parisienne, mais francilienne. Je revendiquais même ça, parce que je voyais beaucoup les travers des Corréziens et j'avais pas envie d'être comme eux. Et puis petit à petit, j'étais embarquée par le truc, quoi. Donc je dis pas que je suis corrézienne, mais je dis chez nous. Ma manière de parler a changé. Elle a complètement basculé, mais vraiment le mois qui a suivi mon installation. Le mot province, il a disparu de mon vocabulaire. Ça n'existe pas. Le terme, comme il est employé aujourd'hui par les urbains et particulièrement par les Parisiens, je le trouve tellement péjoratif. Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre Rennes, Strasbourg, Naves, je sais pas, n'importe quelle commune en France.
j'ai vraiment changé ce regard et j'ai vraiment perçu la culture parisienne qui se sent supérieure. Enfin, c'est très net, quoi. Moi, j'étais parisienne pendant tellement d'années. C'est vraiment intéressant parce que je me positionne complètement entre les deux cultures. Parce que, par exemple, je trouve que les Corréziens manquent de capacité à aller voir ailleurs. Ils sont très drôles, les Corréziens, je trouve, parce que, par exemple, je leur dis, mais toi, t'es d'ici? Il dit, non, moi, non. Je dis, ah bon, t'es d'où? Il me dit, je suis de Uzerche, ou de Brive, ou de... Ils sont nés à 30, 40, 50 kilomètres de là. Et donc, je trouve ça assez mignon. Parce que bon, quand moi, je dis que je suis pas d'ici, je suis quand même de 500 kilomètres de là, quoi. Donc, il y a vraiment qu'en allant à l'étranger et dans d'autres régions de France qu'on peut percevoir sa place, sa propre place, en fait, et apprendre de l'autre et apprendre à le respecter et à comprendre la richesse de l'interculturel. Voilà, l'interculturel, c'est vraiment quelque chose de hyper important dans ma vie. Alors, racontez-moi, comment avez-vous décidé de vous faire élire au conseil régional? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une suite logique dans votre démarche militante? Moi, je vais vous dire merci, Monsieur Sarkozy. Parce qu'en fait, j'ai fait une allergie totale à ce type. Mais vraiment, je l'ai trouvé odieux. Et Brice Hortefeux aussi, beaucoup particulièrement. C'est tout ce rapport sur les migrants, là, tout ce qu'on a dit sur... C'était vraiment pour moi le début de la dédiabolisation du discours d'extrême droite. Et ça m'est devenu totalement insupportable. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, je peux plus. Et du coup, j'ai rejoint Europe Écologie juste à ses débuts, en fait, quand c'est devenu Europe Écologie, donc en 2010. Et puis en 2011, je me suis... alors, il faut savoir que dans les partis politiques, y compris chez les écolos, il n'y a pas assez de femmes, et il n'y a pas assez de femmes qui sont prêtes à se proposer. Donc, en fait, quand on est femme et qu'on a envie d'y aller, on n'a pas de problème. on est tout de suite candidate. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé. Un an après, je me suis retrouvée candidate pour les départementales. Donc, à l'époque, on disait les conseils généraux. Sur le canton du Sauceron, puisque j'étais habitante d'Auvers-sur-Oise à l'époque. Du coup, j'ai fait une campagne plutôt sympa. Je me suis déplacée dans les villages et tout. J'ai fait 10%, je crois, quelque chose comme ça. C'était ma première. Et puis, arrivée en Corrèze, en 2014, on m'a proposé d'être candidate sur la commune. C'était les municipales en 2014. Donc, je me suis retrouvée conseillère municipale dans une mouvance de gauche et écologiste. Mais bon, en fait, c'était pas du tout écologiste et relativement à gauche. Donc ça s'est moyennement bien passé parce que j'avais vraiment beaucoup de mal avec les Corréziens du conseil municipal et les néo-ruraux qui étaient là depuis 30 ans. Je me sentais vraiment différente. J'avais demandé à être conseillère communautaire parce qu'en fait, je savais qu'au niveau municipal, j'allais m'ennuyer. Moi, j'avais envie d'y aller vraiment, quoi. J'ai appris énormément de choses, j'ai adoré. Je me suis évidemment fait repérer assez rapidement en tant qu'écolo social et tout. J'ai réussi à bloquer certaines choses, à faire avancer d'autres. Et ce qui était drôle, c'était que des fois, je montais au créneau pour des choses et j'étais toute seule. Et puis après, les gens venaient me dire « Ah, c'est bien ce que t'as dit. Moi, j'étais d'accord avec toi. » Je dis « Mais merde, pourquoi tu l'as pas dit ?»« Ah oui, mais tu comprends. » Non, je comprends pas. Et donc, en 2015, il y a eu à la fois les départementales et les régionales nouvelles formules avec la loi NOTRe. Donc, fusion grande région. Donc, j'étais sur les deux. J'avais un binôme au départemental en début d'année. Et en fin d'année, j'étais sur la liste des régionales, mais j'étais pas en tête de liste, donc j'ai pas été élue, mais du coup j'avais fait la campagne. Et donc là, ça m'a paru naturel de repartir parce que il y a une urgence totale. Il faut des gens comme moi, quoi. Voilà, tout simplement, des gens qui en veulent, qui sont. Moi, je vais peut-être me jeter des fleurs, mais je suis une personne honnête, sincère, engagée, et il en faut beaucoup des gens comme ça parce que la politique a tellement mauvaise presse chez les gens
dans la population. On a l'impression, moi je le vois maintenant, parce que régulièrement j'entends dire ouais, les politiques ils sont tous corrompus. Alors je dis je suis désolée, moi non, pas encore en tout cas. Plus il y aura des gens comme moi, des gens, des simples citoyens, mais qui sont prêts à y aller. Puis ce que j'explique aussi, c'est qu'on monte en compétence en étant élu, on apprend plein de choses. À travers toutes ces années d'engagement politique, est-ce qu'il y a un moment particulier ou même une anecdote dont vous pouvez vous dire aujourd'hui, ah ouais, à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression de faire la différence, d'être à ma place, de faire bouger les lignes? Oui, sur les problèmes de l'eau en Haute-Corrèze, Ouais. dans ma communauté de communes, il y a un maire qui nous apprend que il y a un captage d'eau qui est pollué et que donc ils vont fermer le captage d'eau et qu'ils vont aller chercher de l'eau à 30 ou 40 kilomètres de là, je sais pas où, et qu'il a porté plainte, mais qu'il se passe rien et tout. Et du coup, moi, il me demande de l'aide. En fait, du coup, ben moi, je suis allée voir sur Internet, c'est-à-dire je lui ai demandé, il avait fait une analyse du captage d'eau, et je lui ai demandé de me l'envoyer. Et puis du coup, j'ai été chercher sur Internet ce que c'était que cette molécule, etc. Je lui ai donné des idées que j'avais de comment s'organiser et tout. Enfin, je l'ai soutenu parce que il se sentait très seul, et ben ça fait la différence. C'est-à-dire cette mobilisation, et le fait aussi que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Honnêtement, ça me sert parce que je sais toujours où aller chercher les infos, trouver des idées, contacter la presse, et puis aussi analyser ce qui se passe, parce qu'il y a eu donc suite à ça, un an plus tard, il y a eu une réunion organisée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, avec la gendarmerie, la mairie, des élus et des habitants. Et moi, ils m'avaient invité, et c'était terrible ce qui se passait, parce que l'ARS explique aux gens que ils sont en capacité de protéger la population, la santé de la population, donc c'est normal qu'ils fassent fermer les captages, et qu'ils leur fassent boire de l'eau en bouteille, ou qu'ils aillent chercher de l'eau à je sais pas combien perpète. Et ça me choque comme discours. Je dis mais pourquoi vous avez pas cherché le pollueur? Et la femme du pollueur était dans la salle, parce que tout le monde le connaissait, le pollueur. C'était bien sûr un paysan qui utilisait du glyphosate. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y avait des bidons de glypho autour pas loin de la source. Donc c'était lui qui avait pollué, et c'était insupportable pour moi de voir ce non-sens. Ça n'a pas abouti, ce truc-là, mais je me suis quand même sentie utile d'avoir poussé la résistance, d'avoir donné des éléments, d'être intervenue dans la réunion publique pour que les gens se contentent pas de recevoir ces discours qui viennent de haut. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs de ce podcast qui vivent en ville et qui se posent la question de partir vivre dans un monde rural quelque part? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager de particulier avec eux? Moi, je pense que c'est fondamental que les villes dégrossissent. Il y a des gens qui sont très bien en ville, donc il faut les laisser là-bas. Mais ceux qui ont ce besoin-là, il faut qu'ils explorent leur idée déjà dans un premier temps, parce qu'il peut y avoir d'apprécier d'aller au parc, au bois de Vincennes le dimanche, ça c'est une chose. Évidemment, vivre à la campagne, c'est très différent. Donc il faut vraiment qu'ils explorent l'idée qu'ils ont, l'envie, savoir jusqu'où elle va. Est-ce qu'ils sont en capacité de vivre en pleine campagne, ou dans des villages, ou même des petits bourgs, ou même des moyens bourgs, voilà. Est-ce que ça c'est possible? Donc moi, ce que je dirais, c'est passer un petit peu de temps, pas se précipiter, aller passer du temps, mais hors vacances, en hiver, dans des endroits comme ça. Et puis après, moi, je pense que ce qui compte vraiment, avant tout, c'est la relation humaine qu'on peut établir. On voit bien que c'est ce qui va marcher le mieux, c'est quand on établit des vrais contacts. Moi, je trouve ça toujours ahurissant, les gens qui disent ouais, on a trouvé sur une agence une super maison à tel endroit, elle est super, machin, il y a une piscine et tout. Mais ça marche pas, c'est totalement secondaire en fait. C'est vraiment d'abord ce qu'on va pouvoir construire humainement
dans l'endroit où on va aller. Et après, je pense que n'importe où en France, c'est possible, quoi. Après, moi, je suis sur une commune qui est très écolo. Et ça me fait plaisir. C'est hyper important pour moi parce que je me vois pas dans une commune d'extrême droite, par exemple. Même de droite classique, j'ai du mal. J'en ai marre de marcher à contre-courant. J'ai beaucoup fait ça dans ma vie, donc j'ai envie d'être dans le fil de l'eau. Ça, ces dernières choses, c'est mon point de vue personnel, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent partir, qui ont quand même une implication au niveau des problèmes du climat, de l'environnement. Donc du coup, c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce que vous préférez dans cette vie rurale, dans cette vie à la campagne ? Le rapport à la nature, c'est-à-dire que même quand je vais pas bien, je sors, je vais dans mon jardin, dans mon petit bois au-dessus de chez moi, où je regarde tout simplement par la fenêtre, j'inspire plusieurs fois comme ça, je respire et je sens l'odeur de la nature, je vois les oiseaux, j'observe les insectes, je vois tout le petit manège de cette biodiversité et ça me fait du bien, quoi, en fait. C'est vraiment un ressourcement permanent, en fait. Et par exemple, ce matin, je me suis réveillée, j'ai entendu les cloches parce que d'un village qui est un peu loin, mais des fois, je l'entends. Et ça m'a fait plaisir et du coup, je me suis dit, oh, c'est super, on est en mois de juillet, c'est une période que j'adore. Et puis à un moment, je sais plus ce qui est venu, si c'est l'Ukraine ou Marine Le Pen qui est arrivée là, et j'ai dit waouh, attention. Et j'ai rejeté ce truc-là pour essayer de me garder dans l'idée du cocon un peu. Je suis en Corrèze, c'est au mois de juillet, je vais sortir dans mon jardin, je vais aller cueillir mes courgettes. Mais en fait, du coup, il faut quand même que je lutte contre l'éco-anxiété en cherchant ces choses-là, quoi. Voilà. Je suis arrivée ici, donc j'avais la cinquantaine. J'ai pas réussi à me faire d'amis. En fait, je connais plein de gens. J'ai plein de relations parce que je suis quelqu'un de sociable et puis je suis engagée dans plein de réseaux. Donc, je connais plein de gens par plein de réseaux. Mais j'ai pas d'amis. J'ai un couple d'amis qui est en Haute-Corrèze et que je vois très très peu. Et c'est à peu près tout. J'ai pas réussi à me refaire un réseau d'amis. Vous savez, les gens qu'on appelle pour un oui, pour un non. Tiens, tu fais quoi ce midi? Tu viens manger? Oh, tu sais, j'ai pas la pêche. J'ai besoin de parler. Ben ça, j'en ai pas. Et ça me manque beaucoup. Alors j'essaie de ramener des amis de Paris pour passer la retraite en Corrèze. C'est pas encore gagné. Voilà, ça c'est quand même et pourtant j'ai pas été rejetée du tout. Il y a pas le rejet du néo-rural en Corrèze. Il y a pas un rejet parce que d'abord on est nombreux, les néo-ruraux en Corrèze. Le solde migratoire il est positif. Je pense que quand on arrive à 30 ans, l'école est un facteur facile d'intégration parce qu'on va rencontrer des parents d'élèves qui ont l'âge de nos enfants. Enfin voilà. Et je pense que ça c'est pas mal pour je pense qu'à 30 ans, 40 ans, c'est assez facile. Après, c'est plus compliqué, visiblement. Je serais quelqu'un de timide, de renfermé et tout. Je me dirais, bon, bah, ça vient de moi. Mais vu ma personnalité, je me dis que ça peut être plus large que ça peut toucher pas mal de monde, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Amandine. Merci. J'espère que ça inspirera des gens et que des gens vont continuer à venir nous rejoindre dans un bon état d'esprit, quoi, un état d'esprit bienveillant, à l'écoute surtout de ce qui se passe dans les différents territoires en France, pour pouvoir s'intégrer, parce que l'intégration c'est hyper important et pour pas se poser en donneur de leçons ou alors s'isoler non plus dans un espèce d'univers bulle, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment des chouettes endroits en France où il y a plein d'endroits où on peut aussi participer à la redynamisation de communes et tout. Et ça, c'est un chouette projet aussi, quoi. Voilà. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr.
Les Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.